Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais inviter les panélistes, si vous êtes disponibles en ce moment, à allumer vos micros. Allô? Allô? Oui, parfait. Oh. Oui, je vous vois venir, c'est fantastique. Excellent. Donc, les gens vont commencer à voir vos faces. Oui, parfait. Je vois tout le monde, c'est fantastique. Donc, moi, je m'appelle Charles McDougall, puis je suis l'animateur, le facilitateur, le host pour ce soir. Donc, c'est une table ronde, bien sûr. Queer et franco, on existe. Donc, vous êtes bien à la bonne place, bienvenue. Donc, moi, je suis un queer acadien de la vallée d'Annapolis et j'utilise les pronoms il et lui. Le conseil communautaire du Grand Havre m'a invité à animer cette table ronde et ça me rend beaucoup, beaucoup plaisir. J'aimerais beaucoup remercier le CCGH pour m'inviter. Ce qu'est le CCGH, qui présente cette activité dans le cadre de Halifax Pride, c'est un organisme à but non lucratif qui offre aux francophones, francophiles et acadiens, acadiennes la chance de vivre en français dans la région d'Halifax. Donc, un organisme communautaire par et pour la communauté francophone et acadienne. Un petit plug pour le CCGH et ses activités. La musique que vous venez d'entendre à votre arrivée, c'est la musique de Maggie Savoie, une artiste acadienne de la communauté LGBTQ+. Maggie, accompagnée de Zoé Como comme MC, serait présente demain soir, le vendredi 13 août, sur la Grand Parade à Halifax pour le gros show du 15 août, afin de célébrer les identités queer et acadiennes. Donc, c'est gratuit, ouvert à tous. Le CCGH vous invite. Pourquoi est-ce que le CCGH a organisé une table ronde ce soir pendant la Halifax Pride? Il est important qu'il y ait un moment pour que nous soyons, moi, les panélistes, les membres de notre communauté, soient présents, visibles pendant un des plus gros festivals de la province. C'est une célébration, mais aussi un rappel des luttes qu'il reste à mener dans la communauté LGBTQ+, pour honorer toutes nos intersections, toutes nos identités. Quelques phrases pour parler un peu de cuisine et de fonctionnement. Donc, cet événement ici va durer à peu près 1 heure. On ne prendra pas plus de temps qu'1 heure, mais on espère que vers la fin, vous aurez voulu qu'on continue. C'est ça le but. Cela dit, si vous avez des amis ou des collègues qui ne sont pas en mesure d'être là ce soir, nous allons mettre cette table ronde en ligne. Il va y avoir une mise en ligne, donc ça serait partageable sur les médias sociaux par après. Seuls les panélistes et moi ont accès à leur caméra et leur micro pour rendre ça plus simple. Et nous recommandons la Gallery View sur Zoom pour que vous puissiez bien nous voir. Les interactions sont possibles, bien que limitées. Vous pouvez utiliser le chat qui seront dirigés vers moi-même, l'hôte et l'appui technique. Donc, c'est toujours une façon de communiquer avec nous, mais on vous demande d'être respectueux. Nous gérons l'espace de façon que ça soit ultimement sain et sauf sécuritaire pour nos panélistes et pour moi. C'est Mélodie Jacoparat, qui est employée du CCGH, qui est à l'appui technique. Vous avez reçu un courriel de sa part aujourd'hui. Donc, si jamais vous devez entrer en contact avec elle, vous pouvez vérifier votre courriel ou l'écrire à projet avec un S, @ccgh.ca. C'est à toute ma cuisine. Avant de commencer à présenter les panélistes et de leur poser des questions, j'aimerais reconnaître que nous sommes tous et toutes les panélistes en train de nous rassembler, bien que virtuellement, sur le territoire non cédé des Mi'kmaq. Les Mi'kmaq sont ici depuis beaucoup plus longtemps que beaucoup d'entre nous, depuis 14 000 ans. Puis, dans ces milliers d'années-là, les Mi'kmaq, tout comme d'autres peuples autochtones partout sur l'île de la Tortue, ont
honoré, ont célébré, ont accepté la diversité de genre et la diversité sexuelle, bien qu'on a connu ces termes-là sous différentes idées, des idées qui ne sont pas teintées par la colonisation. C'est important de reconnaître que la violence de la colonisation a fait en sorte que l'homophobie, la transphobie, la discrimination euh, des personnes bispirituelles, des personnes indigènes queer, des personnes de la communauté 2S LGBTQ+, chez les migrants. Et nous devons reconnaître euh, leur apport à notre communauté dans le passé et aujourd'hui. Moi-même et les panélistes, nous représentons plusieurs différentes perspectives, queer, acadiennes, francophones, trans, non LGBTQ, mais nous ne représentons pas la complexité complète de notre communauté. Et on espère qu'en discutant aujourd'hui, ça ouvre la porte à d'autres discussions, à d'autres événements où ce que nous allons de plus en plus honorer notre pleine communauté. Sur ce, j'aimerais commencer. J'aimerais remercier nos panélistes d'être là. Merci Laurie Martin-Murailly, merci Kevin Lemieux, merci Ray O'Neill. J'aimerais commencer à vous parler, puis je vais commencer une à la fois, bien que avec les questions par après, ça sera à vous à choisir qui veut répondre en premier ou qui veut peut-être répondre en dernier. Donc, Laurie, moi et toi, on se connaît depuis quelques années. On s'est rencontrés depuis que tu es à Halifax, depuis quelques années. La première fois que je t'ai rencontré, je crois que tu m'avais invité chez toi, très généreusement, pendant la fierté d'Halifax pour un événement en français avec des jeunes. Moi, j'étais jeune dans le temps. Je ne suis plus autant jeune aujourd'hui. Puis, j'ai eu la chance de te connaître là. Et je ne crois pas que je n'ai pas rencontré tes poules, mais j'ai pu beaucoup apprécier ton quartier, beaucoup apprécier ton logement. Je sais que tu es beaucoup engagé dans la lutte pour du logement abordable pour tous et à Halifax. Donc, power to you pour ça. Donc Laurie, c'est vraiment un plaisir de te revoir aujourd'hui pour cet événement. Puis, j'aimerais te poser la question un peu facile pour commencer. On est au début de la fierté Halifax. De quelle façon est-ce que toi, tu souhaites célébrer la fierté ou que toi, t'aimes célébrer la fierté? Ou si tu ne célèbres pas nécessairement la fierté, de quelle façon est-ce que tu aimes honorer les idées de fierté dans ta vie quotidienne? Wow, c'est une question facile, ça. Allô, c'est vraiment une grosse question. Je trouve que c'est une bonne question parce que ça touche sur d'autres thèmes qu'on avait déjà discutés dans le passé sur la capacité de se réunir ensemble, particulièrement en français ou particulièrement des communautés queer. Donc, moi, je suis une personne cisgenre qui s'identifie comme queer, puis je trouve que c'est difficile de trouver des espaces. Quand j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, il y a 7 ans, il y avait beaucoup plus d'espaces qui existaient. Pour nous, il y en a de moins en moins des espaces communs qu'on peut aller. Donc, comment est-ce que je peux célébrer ça, puis comment est-ce que je veux célébrer ça, sont deux choses différentes. Je n'ai pas toujours accès à ce que je voudrais avoir pour pouvoir le célébrer. Comment j'aime l'honorer. Pour moi, spécifiquement, puis je sais que ce n'est pas pour tout le monde, puis je suis très privilégiée de pouvoir le faire, mais pour moi, c'est d'être très, très ouvertement out. Ça, c'est ma façon à moi de m'honorer moi-même, puis d'honorer les personnes qui ne peuvent pas le faire non plus. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'années où est-ce que je n'osais pas le dire, particulièrement quand je travaillais, je travaille avec des jeunes depuis à peu près 10-12 ans maintenant, puis il y avait beaucoup de fois où je ne pensais pas que je pouvais travailler en intervention avec des jeunes puis être out. Puis évidemment, maintenant, il y a énormément de regrets de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que j'étais out dans des milieux personnels, mais pas au travail. Puis c'est ça, c'est comme ça que je m'honore maintenant. C'est de bonjour, moi c'est Laurie, blablabla, ma conjointe, blablabla, comme automatique. Puis je mets ça de l'avant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça que j'ai envie d'y répondre. Excellent. Mais comme tu as envie de répondre, c'est déjà fantastique. Merci de t'avoir représenté à moi, puis te présenter à tout le monde ici. Ray,
On ne se connaît peut-être pas autant que moi et Laurie, on s'est connus. Moi, j'ai entendu parler de toi pour la première fois parce que j'écoutais des vidéos de Fierté Clare Pride. Clare, bien sûr, la municipalité au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. L'année passée, ils ont présenté leur toute première semaine de la fierté au mois de juin. Ils ont présenté une autre semaine de la fierté cette année. Shout out à Clare, beau travail. Ray, tu es originaire de là et tu as paru dans plusieurs des vidéos qu'ils ont lancées cette année-là, l'année passée. Puis, j'étais vraiment capté par tout ce que tu avais à partager, par ta passion, par tes connaissances, par ta générosité. Puis là, je crois que j'ai commencé à te suivre sur Twitter. Puis là, ça, c'était vraiment amusant. J'adore Twitter, puis j'adore suivre des gens comme toi sur Twitter, Ray. Si jamais tu te sens généreuse ou en sécurité, tu feras un shout-out pour ton compte. Mais en tout cas, je trouve que tu as toujours quelque chose d'important à dire, comique à dire. Puis je trouve que tu peux être un modèle pour tellement d'entre nous. Donc, j'aimerais te poser la même question. J'aimerais savoir, c'est le début de la fierté. Comment est-ce que toi, tu aimerais célébrer cette fierté ou les fiertés, ou si tu ne célèbres pas nécessairement les événements de fierté, comment est-ce que tu embodies la fierté à tous les jours? Wow. Bien, ma réponse est semblable à celle à Laurie. C'est comme, pour célébrer la fierté, c'est être visible, être proud, être fier de qui je suis, là. Comme c'est être une femme trans, visible, mais aussi, j'essaie aussi d'encourager le fait que ce n'est pas nécessairement comme le monde. Il y a trop de monde encore qui pense que c'est la célébration d'effets accomplis. C'est comme, oh ben, nous avons célébré parce que, tu sais, nous étions, c'était des problèmes dans le passé, maintenant nous sommes tous égaux, tout va bien. Mais ce n'est pas vraiment ça le cas. Spécialement quand tu es une femme trans ou non-binary ou non-binaire ou tu sais, bispirituel, cela, c'est comme, il y a encore beaucoup avoir encore beaucoup de travail à faire. Alors, je célèbre de des manières. Je vais être fier de qui je suis. Je ne laisse pas personne me dire que je dois avoir honte. J'avais honte pour 34 ans. Je vais être fier qui je suis là. Aussi, aider à d'autres quand je peux là. C'est qu'il y a des questions, ils sont mal à l'aise avec leur sexe et cela. Mais aussi, tu sais, servir ce temps ici pour laisser au monde à savoir que c'est encore pas fini, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de monde qui s'est engagé à combattre l'homophobie, la transphobie. C'est ça. C'est comme les deux. Prendre l'avantage, d'être fier et aussi, tu sais, fierté et pride, c'était souvenu du combat. C'était comme qu'ils disent, pride is a riot, ou pride was a riot. So, c'est ça. C'est une drôle de réponse, je pense, mais. C'en est une bonne. C'en est une bonne. Puis tu le finis bien avec ce rappel-là. Pride is a riot. Ça a des racines extrêmement radicales. Puis l'idée de radical, ça peut prendre forme de plusieurs façons, là. Puis c'est bien d'entendre parler de toi puis d'en apprendre plus sur toi. Merci, Ray. Kevin, donc nous, on s'est rencontrés une couple d'années passées lorsqu'on vivait tous les deux au Nouveau-Brunswick. Moi, j'étais à Moncton, je crois que toi, tu étais à Fredericton. J'étais impliqué avec l'organisme LGBTQ+, Rivière de la Fierté, un organisme LGBTQ+, bilingue qui présentait la Semaine de la Fierté du Grand Moncton. Puis, j'étais à la recherche d'artistes drag. Puis, on m'a recommandé ta House of Rivers, puis on m'a dit que c'était toi la personne en charge de House of Rivers, la drag queen Brooke Rivers, originaire du Nouveau-Brunswick. Puis en plus,
quelqu'un francophone, quelqu'un bilingue. Pour une ville comme Moncton, wow, fantastique. Donc, on s'est rencontrés à travers de différents shows, que ce soit des shows de Rivière-de-la-Fierté ou des shows qui n'étaient pas du tout de Rivière-de-la-Fierté, mais on s'est juste croisés à d'autres shows. Je sais que maintenant, tu es à Halifax et tu travailles auprès des jeunes et tu performes toujours. Donc, toujours le fun de te suivre. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment toi, tu vas célébrer la fierté, que ce soit fierté Halifax cette semaine ou les fiertés en général? On aimerait en savoir un peu plus. Ben, bonjour tout le monde. Pour moi, célébrer la fierté, c'est un temps extrêmement occupé et chargé dans ma vie. En tant qu'artiste de drag, je suis à tout événement et toute performance qui existe. Je vais vous dire présentement, si vous entendez de la musique, c'est parce que je suis dans un studio de danse et j'ai des répétitions tout de suite après ceci avec un groupe de danse pour une performance la fin de semaine prochaine. Donc, je suis très engagé à être avec vous, mais j'ai aussi je suis partout, pour moi, la fierté, c'est un temps rassembleur, c'est un temps de célébrer tout ce qu'on a fait, mais où est-ce qu'on s'en va aussi. Ça fait 7 ans que je fais du drag. J'ai fait des fiertés ici à Halifax, mais j'en ai fait un petit peu partout au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Puis c'est tellement beau de voir du monde de tout âge, de toutes walks of life, de tous coins de leur vie, qui se rassemblent ensemble pour célébrer ceci. C'est super le fun. Je travaille aussi avec des jeunes, puis cette année, on a commencé un comité alliance à mon école. C'est des jeunes de la 6e et 7e année qui ont décidé de commencer ça. Puis de voir ça à un âge tellement jeune, c'est super important. Puis c'est pour ça que je veux continuer. C'est pas juste Brooke qui pousse, mais c'est Kevin aussi qui pousse pour qu'on soit visible puis qu'on soit présent. Donc, je pense que c'est ça. Je veux juste out and about. C'est vraiment ça mon thème de la fierté. Je suis content qu'à la fois Kevin et Brooke sont là avec nous ce soir. C'est fantastique. Donc là, les prochaines questions, Laurie, Ray, Kevin, vous pouvez vous battre pour répondre en premier s'il y en a une qui vous tente beaucoup. Si vous voulez répondre tous les trois, c'est fantastique, mais s'il y a juste une personne ou deux personnes qui veulent les répondre, c'est correct. Je suis sûr qu'on aurait d'autres questions à y aller. Donc, vous êtes tous à Halifax. Moi, je suis à la Vallée. Ben, je suis comme Halifax adjacent. Mais vous n'avez pas toujours été à Halifax. Vous avez vécu dans d'autres places. Vous avez parfois vécu en situation majoritaire au niveau des francophones. Mais vous êtes tous là en ce moment. J'aimerais savoir un peu plus sur quelle est votre perspective d'être LGBTQ+, acadienne, francophone, à Halifax. Comment est-ce que vous naviguez vos communautés dans cette ville en particulier? Bien, je pense dire le premier là. C'est une question un peu difficile là parce que moi, j'étais déménagé à Halifax autant que j'ai sorti. Comme j'étais dans le closet là jusqu'à l'âge 34. Alors, j'ai habité dans Claire, à Halifax, un petit bout à Montréal, et de nouveau à Halifax, mais dans ce temps, je n'étais pas out là. Et alors, ça fait seulement comme 5 ans que je suis out. Pour cette raison-là, dire à naviguer les communautés d'Halifax, c'est comme bien autant que je pouvais là. La majorité, c'est à travers de Facebook ou Twitter, c'est ça. En termes de perspective, là, c'est de nouveau, c'est pas que j'ai pas grand de contraste là, parce que c'est pas, j'ai pas grande expérience à être out in queer dans les autres endroits, sauf que peut-être ma village là. Qui m'a surpris un peu parce que tu penses, Claire, c'est une municipalité, c'est plein de petits villages, mais c'est plein de petits villages avec une université, alors c'est un peu de monde de partout autre là. Alors c'est un peu plus
J'avais très peur quand la première fois que j'étais en classe, j'étais en robe et j'avais du maquillage, cela, mais c'était pas. J'étais surpris que le monde en pensait pas. Je pensais que j'allais avoir beaucoup d'œil, de stink eye, là, mais c'était pas. Mais sauf que ça, Laurie en a touché un peu. Là, il n'y a pas grand d'endroit dans Halifax pour le monde queer à se rencontrer commun. C'est comme nous avions une couple d'endroits, et ensuite c'était un endroit, et maintenant, c'est pas vraiment aucun endroit, sauf que des événements comme Pride. Ray, si tu veux, il y a une place nouvelle secrète qui vient d'ouvrir. Je te ferai savoir après si tu veux. Anyway. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, je suis d'accord. Puis moi aussi, j'ai habité toute ma vie à Montréal avant de déménager ici il y a 7 ans. Puis même là, je pense que le problème est le même. À Halifax ici, comme francophone et comme personne queer, je suis invisible. Les gens prennent pour acquis que je suis une personne anglophone jusqu'à temps que je leur parle pendant un petit bout puis qu'ils entendent mes haches. Puis sinon, ils pensent que je suis une personne hétéro. Donc, je suis comme doublement invisible, ce qui fait que c'est plus difficile de comme connecter avec des gens. C'est toujours comme un petit coming out à faire sur le fait que tu es francophone ou sur le fait que tu es queer. Puis c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours bien accueilli. Puis c'est plate de pas être vu pour qui tu es, comme au quotidien. Moi, je pense que vraiment le travail, la capacité de travailler en français, alors que j'habite avec ma conjointe en anglais, alors que je suis dans une ville majoritairement anglophone, mais le travail me connecte beaucoup à ce côté-là de moi-même qui est ma culture, ma langue. Puis le travail avec les jeunes, comme tu disais, Kevin, comme ça permet d'avoir des opportunités où est-ce qu'on peut marier les deux. Comme aujourd'hui, j'ai passé la journée sur le waterfront à passer des macarons avec des pronoms en français. D'ailleurs, s'il y en a qui en veulent. Des yels puis des je vous en enverrai. Anyway, c'est fantastique. Puis d'avoir plein de gens qui sont comme « Oh my God, oui! » Puis qui viennent te parler en français puis qui portent ça super fièrement. Puis comme, j'ai encore mon vieux j'ai pas eu le temps de me changer. Mais j'en ai Ride Fier que je portais aujourd'hui, qui a été faite par une de nos jeunes. Puis ça me rend tellement fière de pouvoir naviguer dans ma ville puis d'être moi-même comme entièrement. C'est tellement rare, ces opportunités-là. Je pense que vraiment, Montréal, c'est un peu la même chose, mais comme il y a plus de gens, il y a aussi comme plus de visibilité de un peu tout le monde. Mais définitivement, c'est dur, je trouve, à Halifax, de connecter les deux identités, ou même de vivre les deux identités tout court, même séparément. Absolument. Pour moi, ça fait 3 ans que je suis à Halifax, puis pour la première année et demie, je ne savais même pas qu'il y avait une communauté francophone, même pas francophone queer. Donc, francophone pour commencer, qui existait. Mon copain est anglophone, fait que je vis ma vie en anglais la plupart du temps. Puis, quand j'ai eu l'opportunité d'être Kevin, qui est queer et francophone en même temps, c'était comme mind-blowing, comme de travailler, de rencontrer du monde qui sont aussi comme moi, qui travaillent en français et qui sont queer, qui se présentent comme ça. Ça, c'est fantastique. Puis là, d'avoir la chance aussi d'être mon personnage Brooke et être en français, d'être présenté en français, c'est quelque chose que j'ai fait, je pense, 2 ou 3 fois dans mes 7 ans. Parce que les opportunités en drag, en français, dans les provinces maritimes, c'est très, très rare. Donc, j'ai été très chanceux de le faire et j'aimerais continuer à pousser à faire ça. Là. Puis j'espère qu'avec des moments comme ceci, ça peut nous pousser à pas non seulement faire de penser que les drag queens sont tout anglophones, parce qu'on n'est pas. La plupart, mais pas moi. Wow, merci à vous tous pour en dire plus sur la belle ville qu'est Halifax. Mais parfois, elle n'est pas toujours belle. Parfois, il faut se battre pour se faire reconnaître, pour se rendre visible. Puis, Halifax, parfois, on n'est pas juste Halifax. Parfois, on a des parties de nous comme de Clare ou d'une autre région qui sont toujours là. Puis, on a parlé beaucoup de comment parfois c'est difficile de vivre cette vie-là comme membre de la communauté LGBTQ+ en français ou de même marier notre culture acadienne, rurale parfois à notre
identité queer ou notre identité trans. J'aimerais faire un check-in. C'est pas souvent qu'on est entre nous en train de se parler en français de nos identités. Puis j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'habitude de faire ceci? Est-ce que vous avez l'habitude régulière ou peut-être c'est occasionnel ou peut-être c'est pas du tout de parler en acadien ou de parler en français ou de parler en franglais au sujet de toute la belle alphabet LGBTQ+. Est-ce que, puis quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce que ça arrive, que ça soit régulièrement ou occasionnellement ou jamais? Est-ce que c'est différent que l'anglais? Est-ce que c'est différent que quand on s'exprime en anglais au sujet de notre transness ou de notre queerness? Oui. Kevin, tu peux aller premier si tu veux. Ben pour moi, je me sens assez connu dans le vocabulaire anglophone, mais pour être honnête, ce qui existe de tous les mots qui sont là, en français, ce n'est pas quelque chose qui existe. Et puis les ressources ne sont pas à la portée des mains, ne sont pas là nécessairement. Cette année, c'était, comme j'ai mentionné plus tard, on a commencé une alliance à l'école et puis les jeunes sont super, ils sont plus smarts que moi, je pense. Ils savent plus, mais en même temps, il y a beaucoup de fois où on était à nos réunions sur l'heure du dîner puis on faisait des recherches, on avait tous des ordi puis on essayait de trouver qu'est-ce qui était les bons termes, les bons pronoms, les bons… Okay, si quelqu'un s'identifie comme non-binaire puis c'est un acteur, mais comment est-ce qu'on l'appelle? On a fait des recherches puis cette année, ça m'a vraiment donné l'opportunité de plonger encore plus profond sur ce que moi, je connais. Puis honnêtement, sans ces jeunes-là, je ne pense pas que j'aurais fouillé et creusé autant cette année. Mon existence, mon identité, mon existence même n'existe pas dans la langue francophone standard. Il n'y a pas dans l'anglais, par exemple, c'est une langue plus chaotique, mais de cette manière, ça peut prendre des mots et ajouter des mots journée par journée. Là. Mais par exemple, dans la langue anglaise, pendant un siècle, à ce point, il y a une différence entre ce qu'ils disent le sexe et le gender. Puis c'est reconnu comme quelque chose. Ce n'est pas une invention anglophone, ça. C'est qu'il y a une différence entre la biologie et l'identité. Mais le français, là, sexe. Il n'y a pas de gender, c'est tout sous sexe. Alors, pour me décrire, là, c'est souvent que je dois me servir ou appliquer les mots anglophones. C'est le même, c'est beaucoup des termes, ça sort de l'activisme de Stonewall et cela, la langue est plutôt anglophone. Et quand nous parlons et nous communiquons comme ça, je peux comprendre des mots comme genderqueer, c'est un mot plus nouveau, alors ça peut prendre du temps avant que ça se rend ça va autour du monde, ça s'ajoute à une langue officielle. Là. Mais choses comme gender, de nous, ça fait depuis les 1930, au moins que nous servons ce terme-là en parallèle avec le sexe en anglais, mais le francophone n'a jamais ajusté. Alors, c'est un peu drôle à se décrire comme une femme trans parce que, de nouveau, le langage nécessaire pour me décrire et expliquer mes expériences n'existe pas en français. C'est pas quelque chose que je peux dire. Alors, ça complique un peu quand ça vient à parler en acadien, un peu de shout-out ici, c'est j'ai un voisin de Claire aussi. C'est un autre drag performer là. Ça me semble qu'il va sur Instagram sur Réal Leclerc, je pense. Et souvent, quand je nous rencontre, nous prenons l'avantage de nous parler en acadien quand on peut là. Et de nouveau, quand je vais voir mes parents, c'est souvent durant ce temps, je parle en acadien. Mais de nouveau, c'est pas drôle de faire ça en acadien, mais j'apprends beaucoup de mots anglais quand ça vient à décrire
mes expériences et mon queerness, là. Je pense que tu as utilisé le bon mot quand tu dis queer, comme on utilise tous en ce moment ce langage-là, ou est-ce qu'on ne l'adapte pas en français, parce qu'il n'y a pas de mot qu'on connaît. En tout cas, moi, il n'y a pas de mot que je connais qui est légal en français, qui me parle autant en français, qui décrit exactement ce que ça veut dire pour moi. Puis je pense que là où est-ce que j'ai l'occasion de, des fois, parfaire un peu plus ma langue française autour de ça, c'est justement au travail, de la capacité d'écrire de plus en plus avec un langage épicène. C'est un langage qui est non genré, qui n'est pas juste comme genre féminin et masculin mis ensemble, mais comme vraiment se détacher du genre, comme tu disais un peu tantôt, comme acteur, actrice. Est-ce qu'il y a un autre mot qui existe complètement pour décrire? Je pense que ça va se faire de plus en plus, mais c'est lent. Notre langue est déjà genrée. C'est très difficile de faire ça de façon épicène. Puis je réalise en déménageant ici à quel point la langue et la culture sont collées. Vraiment, moi aussi, quand j'ai commencé, comme toi, Kevin, tantôt, quand j'ai commencé à travailler en français, après 2 ans d'habiter ici en anglais, ça a changé ma vie. J'ai l'impression que je me suis retrouvée moi-même, d'être capable de connecter avec qui je suis comme de façon culturelle, puis mon identité. Comme je vois ça comme langue, culture, identité. Là. Puis donc, si la langue ne suit pas, si la langue n'est pas ajustée, la culture n'est pas ajustée, et donc l'identité n'est pas ajustable à la langue. Puis donc, pour répondre à ta question, non, j'ai pas l'occasion souvent de pouvoir m'exprimer en français pour qui je suis. Puis je trouve même avec mes amis, même dans une ville comme Montréal, les personnes que je rencontre qui s'expriment en français souvent ne comprennent pas mon identité queer. J'ai des amies lesbiennes qui comprennent ça. Ils ne comprennent pas mon identité queer. Mais en anglais, c'est tellement plus facile pour moi de trouver des personnes qui s'identifient de la même façon que moi. Si je suis à résumer vos 3 points, je feel comme souvent on est laissé à nous-mêmes pour aller chercher des réponses ou pour essayer de créer des réponses ou trouver ces gens-là dans un coin peut-être loin de nous qui utilisent du langage épicène, par exemple. Puis, c'est dommage, tu sais, qu'on a autant besoin de reacher, de chercher, mais en même temps, peut-être ça représente une opportunité de créer et de recréer nos langues de notre façon. Mais le français, c'est tellement une langue défensive, tu sais, au niveau de sa standardisation, au niveau du montant de français qu'on parle en situation minoritaire. Le moment qu'on parle en anglais, c'est comme une grande perte envers l'assimilation. Il y a tellement de pression que parfois c'est difficile juste d'être autant flexible qu'en anglais ou autant créateur, créatrice qu'en anglais. Ray t'avait mentionné que en anglais, il y a des nouveaux mots qui pop out tout le temps, mais ça ne pop pas out juste comme ça, c'est parce que les gens s'imposent et les gens le créent. Puis c'est plus difficile de s'imposer en français. Ça, c'était un peu moi qui faisais mon éditorial de mon côté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait ajouter un tout petit peu à la conversation avant de continuer. Ouais. Un point aussi, c'est parce que avec la différence en... Ben, l'anglais a bien sûr des accents, alors l'accent du maritime, on peut dire que ça existe, mais tu as l'accent du sud des États-Unis, tu as l'accent francophone du Québec, et l'accent des Parisiens, là. Mais, puis bien sûr les Acadiens. Et quand on se pose avec des mots, par exemple, je vois plus en plus le pronom yel, comme pour non-binaire. Mais dans Claire, par exemple, parce que seulement la manière que l'accent se comporte, yel, ça commence que une bonne partie de Claire prononce le mot elle. Ça fait des années que nous ajoutons un peu de y. Alors, c'est yel. Quand tu dis que tu prononces yel, tu sais peut-être prendre ça pour dire elle. Et ça ajoute des complications parce qu'il y a moins de... Il y a moins de margin of error là, quand ça vient à mettre ces mots-là, parce que le langage est si rigide là. Oui, je crois que c'est un bon point de parler de cette diversité de français et
de langue OS française, tu sais, comme sous toutes ses formes. Non, merci de nous en dire plus. Puis, Yel, ça devient populaire, mais je sais qu'il y a aussi d'autres options pour les personnes non binaires. On voit OL, parfois OL. J'ai vu I, ILLE. Puis, il y a bien sûr des gens qui n'utilisent pas de pronoms du tout. Des façons de contourner vraiment comment on parle en français, toujours dire la personne. En tout cas, c'est toute une aventure, même pour moi, en tant que personne cisgenre, mais alliée, de faire de la recherche. Puis, je nous souhaite une bonne continuation pour nous tous, de vraiment paver le chemin pour nous, francophones et acadiens. Nouvelle question pour vous. Est-ce qu'il y a des moments, puis je crois que, Laurier, tu l'avais mentionné, par exemple, mais peut-être tu pourrais aller plus en détail si tu veux, ou il y a quelqu'un d'autre qui pourrait répondre. Est-ce qu'il y a des moments, que ça soit spécifique ou que ça soit comme très général, où ce que vous ne sentez pas compris ou comprise dans vos intersections? Ou est-ce que vous avez dû laisser de côté certaines parties de vous? Puis, qu'est-ce que ça représente pour vous qu'on doit laisser cette partie de vous, que ça soit n'importe quelle partie de votre identité de côté? Comment est-ce que ça vous fait sentir? Est-ce que ça vous fait déterminer de faire quelque chose about it? Ça ne répond pas vraiment exactement à ce que tu dis, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu récemment. Quand j'interagis en quelque part en anglais, souvent je vais référer à ma conjointe comme my partner. Puis les gens prennent pour acquis que my partner, c'est un homme. Donc, souvent, ça va être OK, he, blablabla en réponse. Ce qui est une assumption vraiment fatigante que je dois corriger à chaque fois. Mais j'ai été surprise. Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir retourner visiter ma famille à Montréal. Et je suis en interaction avec des personnes. Puis, j'ai essayé des nouvelles lunettes. Puis, j'ai dit, peux-tu attendre quelques minutes? Je vais envoyer des photos à ma conjointe, en français, à ma conjointe pour voir qu'est-ce qu'elle en pense parce que c'est la personne qui m'aide le plus pour choisir les trucs. Puis, ah oui, pas de problème. S'il n'est pas en ligne, ton conjoint, blablabla. Puis, j'ai répété 3-4 fois le mot conjointe, puis elle, même si c'est pas nécessairement le pronom que ma conjointe utilise, mais j'essayais de faire un point, puis non, ça passait pas. C'était comme pas juste une assumption, là, c'était complètement. Puis Kevin t'avais déjà mentionné ça comme comment des fois dans des milieux francophones, on dirait que c'est un petit peu moins accepté que dans d'autres milieux. Puis c'est ça, j'ai ressenti ça cette fois-là, parce que c'est comme s'il y avait une barrière complètement comme métérosexualisée à 100%. Là. Puis évidemment, j'ai abandonné, je me suis dit ça sert plus à rien. J'aurais peut-être dû dire quelque chose, mais de plus. C'est un peu drôle, comme quand on est une femme trans, là, c'est comme l'expectation est inversée. Le monde pense que je suis intéressée dans des hommes, dans ce cas, parce qu'ils pensent, bien, si tu devais être une femme, ça doit, tu trouves des hommes et c'est pas de même, ça travaille. Quand je dis que je suis lesbienne, c'est comme, puis, les questions que j'avais plus tôt, c'était comme, ça fait pourquoi tu transitionnes, pour quelle raison? C'est comme les morceaux, ça ne fit plus là. Comment se fait là? Mais c'est pas de même, ça travaille. Alors, c'est souvent qu'il faut clarifier que je ne suis pas intéressé dans des hommes. C'est comme parce que l'expectation, c'est que tu n'es pas un homme masculin, bien, alors ça doit être gay. Aussi, l'autre, c'est souvent, nous sommes confiés avec le monde en drague. So, ils pensent, les questions que je suis beaucoup demandées pour du Nouveau Monde, c'est oh, bien, tu watch Drag Race? Non, c'est pas vraiment, c'est pas de problème avec, mais c'est pas de quoi que je m'en occupe trop avec. Oh, bien, on croit que tu as reçu ça, mais c'est pas comme nous avons c'est pas comme nous avons des tâches, là. Je suis trans, alors c'est check off ça. Il n'y a pas de manuel pour, pour être une femme trans. Mais c'est un peu drôle ça, parce que quand tu dis que le monde fait l'assumption que
que ta conjointe, c'est conjoint. Ben, dans mon cas, c'est souvent, ben, je connais un bonhomme, là, c'est comme, c'est pas, non? Je vais toucher un peu sur les deux points que Laurie et Ray ont mentionnés. On en avait parlé l'autre jour avec Laurie que beaucoup des fois, il y a du monde qui ne comprend pas francophone, puis là, je standardise un peu le monde, mais qui ne comprend pas ce que je fais comme drag nécessairement. Peut-être c'est plus connu dans les arts de la scène anglophone, mais beaucoup de monde francophone sont encore confus. Oui, il y a beaucoup de monde anglophone aussi qui sont confus, puis c'est correct. Là. Ben, on va parler, c'est vraiment, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, ils comprennent. J'ai beaucoup plus de monde francophone qui sont comme, qui demandent des questions comme es-tu trans? Puis non, parce que je fais du drag, ça ne veut pas dire que je suis trans. Ou oh, ça, tu vas chanter? Ou oh, tu vas danser, tu vas juste faire une petite danse? Non, je ne suis pas une danseuse. Je danse un peu, mais fait qu'ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui est mon art à moi et ce que je fais autant que le monde anglophone, je trouve personnellement. Merci, votre générosité, tout le monde. Je suis comme enragé pour vous. Laurie, je suis enragé qu'on n'accepte pas le E à conjointeux. Come on, c'est une de nos beautés de la langue française. Parfois, c'est plate qu'il faut genrer tout, mais parfois, c'est avantageux. Puis c'est un moment où c'est avantageux, puis on ignore. Ray, ouais, hell yeah, tu peux être lesbienne, puis trans. Hell yeah. Ça, c'est vraiment plate qu'on croit automatiquement, qu'il y a tellement de gens qui croient automatiquement que transitionner veut dire il faut aimer l'autre genre, comme il faut vouloir être avec l'autre genre. Anyways. Puis Kevin, ouais, je suis enragé pour toi aussi parce qu'il y a tellement de la beauté en découvrant l'art du drag. Oui, Drag Race, on l'a name droppé, mais la beauté de l'art du drag local, il y a tellement d'artistes, pas juste dans les grosses villes, mais dans les petites villes, puis même parfois dans les petites communautés qui proposent tellement des beaux shows, puis des bonnes idées, smasher certaines expectations, puis les gens en ont à apprendre. Puis je suis enragé pour tellement de choses. Je suis enragé pour Radio-Canada Acadie qui, en ce moment, n'est pas en train d'honorer nos Acadiens, Acadiennes, Acadiex, personnes acadiennes non-binaires qui veulent totalement juste être compris et comprises. Je suis enragé pour les vieux jeux dans les régions rurales et parfois urbaines qui veulent chier sur des jeunes qui participent à un drag show, à un événement jeunesse. Ça arrive en Nouvelle-Écosse, cette haine-là. Puis je crois qu'il y a beaucoup de rage que moi je ressens, puis c'est normal qu'on en ressent tous et toutes. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, vas-y. Mettrais-tu, je trouve qu'on est, même juste d'être ici en ce moment, on se met vulnérable. Je pense que dans n'importe quel moment où est-ce on se présente comme on est, peu importe qui on est, non, queer ou non, on se met vulnérable. On est vulnérable quand on se présente puis qu'on ose être nous-mêmes. Puis pour moi, qu'on ait tous des expériences parce qu'on essaie simplement d'être nous-mêmes puis qu'on est perçu comme autre chose ou qu'on est empêché de pouvoir être qui on est puis d'être perçu comme qui on est. C'est une atteinte à la vulnérabilité. Puis on parlait du coming out au début, là, la première question que tu posais, l'importance pour nous personnellement de célébrer qui on est. C'est comme une entrave à un autre défi supplémentaire à pouvoir être qui on est. Puis juste un petit shout-out pour les gens qui sont pas confortables de le faire. Peu importe d'où ils viennent, puis pourquoi, puis comment. Mais juste un petit pensée pour ces personnes-là parce que c'est vraiment pas facile de juste montrer qui tu es constamment, puis de devoir le justifier constamment, puis d'expliquer aux gens, puis le nombre de questions inappropriées, je suis sûre que vous avez tous eu aussi. C'est pas facile. Je dis ça, puis ça a l'air lourd. C'était super beau aussi. C'est plein de moments d'éducation, puis d'apprentissage et tout. C'est ça, mon petit shout-out. Merci pour ton petit shout-out, Laurie, totalement.
avant que je pose l'avant-dernière question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient juste prendre le moment qu'on vient de partager pour dire quelque chose de plus? Bien, je pense comme nous en parlons aussi comme sur le contexte de la francophonie, mais c'est beaucoup de ces conversations ici, c'est international, c'est multilinguistique là. Par exemple, je disais que le monde pense que je dois être intéressé dans des hommes parce que c'est une femme trans. Ça, c'était une expectation qui était mise sous forme systémique pendant des années et des années. Ça fait seulement comme une dizaine d'ans que ça changeait, que même pour avoir accès au transition care, il fallait que tu vis pendant un an, même avec les hormones, il fallait que tu vis pendant un an comme femme. De cette façon, c'était comme c'était une vie vraiment, vraiment misogynistique, là, comme c'est quoi une femme? Alors, tu n'as pas le droit de porter des pantalons, c'était seulement des robes. Si tu avais, si tu avais une conjointe, là, c'était disqualifié parce que c'était bien non. Tu es seulement intéressé dans des hommes. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas vraiment trans. Puis si tu as pendant un an avant que tu n'avais aucun accès aux médicaments, c'est comme tu n'avais pas d'aide du tout. Alors, c'est ça, c'était pendant, ça fait peut-être une dizaine d'années que c'est éliminé du pays, ça. Et puis il y a encore des endroits que ça demande pour cette expérience-là. Alors, il y a beaucoup de c'est systémique. Puis tu vois ça partout, bien sûr, tu vois ça aux États-Unis. Alors, c'est pas seulement dans le francophone, mais je pense que le francophone a ses propres difficultés avec, par exemple, le binarisme de la langue même, là, que faut que tout a des, toutes les choses sont masculines ou féminines. Alors, ça donne un peu plus de complications, mais vraiment, c'est comme une conversation multilinguistique et internationale. C'est pas seulement limité à la francophonie. Beaucoup de ces difficultés ici. C'est vrai que parfois on oublie que nous ne sommes pas les seuls à vivre autant d'identités, puis des identités linguistiques. Il y a d'autres langues qui sont genrées comme le français. L'espagnol me vient en tête, là. Donc, non, c'est important de prendre en compte de ça et peut-être de bâtir des liens avec des gens en tenant compte de ça. Qu'est-ce qu'on doit changer? Oui, pensons à nos idées, là, pensons à nos idées. Donc, qu'est-ce qui devrait changer pour que nous, et pour nos amis, pour nos collègues, pour nos communautés, puissions plus pleinement célébrer et honorer nos intersections? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ou, alternativement, qu'est-ce que les systèmes et les organismes francophones, acadiens, qu'est-ce qu'eux autres ils peuvent faire ou doivent faire pour assurer cette sécurité-là pour nous et cette célébration-là pour nous? Est-ce qu'il y a déjà des exemples de changements qui vous viennent en tête, petits ou grands? C'est... Nous avons combien de temps, là? Vraiment, je vois comme il y a des affaires, il y a des choses que mon acadien qui sort là, des affaires. Il y a des choses qui sont très importantes, mais souvent, tu as parlé de la visibilité. Alors, la visibilité, c'est beaucoup important, bien sûr. Ça normalise l'identité du monde. Par exemple, ce qui m'a aidé à moi à sortir à l'âge que j'ai sorti, c'était avoir des amis, du monde plus public en sortant. C'était tout à coup, ça passe, c'est une possibilité pour moi. Et ça aide. Donc, quand tu penses que tu es tout seul, c'est que tu es la seule personne d'un groupe qui est différent. C'est effrayant de sortir et dire que je ne suis pas comme vous autres. Là. Mais la visibilité a ses propres risques aussi, parce que quand tu as plus de visibilité, tu as plus de monde qui sont. Tu as le blowback, tu as le monde qui sont plus coupés de ça. Là. Tu vois ça maintenant avec le monde qui sont trans ou non-binaires, parce que c'est pas quelque chose. Il y a plus de nous autres, alors il y a plus de nous autres qui
qui veulent sortir, qui veulent nous identifier. Et le monde qui ne sont pas coutumés à ça, ils vont voir ça, ils ont peur, ils pensent que c'est comme une grippe là, que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Là, c'est COVID queer. Tu penses, alors, tu vois les lois, des lois qui passent contre le monde qui sont pas dans le binaire masculin-féminin, comme tu penses. Alors, ça prend deux choses. Ça prend la visibilité, mais ça prend aussi l'action et l'action visible aussi. Comme par exemple, c'est une affaire à sortir que le monde sort avec une fois par année avec un drapeau avec des couleurs dessus, là, mais ça prend aussi de l'action de leur part. Si par chance que tu as si par chance, tu as un politicien, par exemple, qui a demandé des questions pour ce qui est allé dans ce lavatoire-là, bien, quand même, qui te donne un promet de quelque chose d'autre que tu aimes, là, il faut que tu penses bien. C'est aussi quelqu'un qui tu as la chance là à dire, ben non, c'est pas bon, je connais du monde que ça va faire du tort. À être à l'ail, c'est pas seulement une fois par année porter un pin avec un arc-en-ciel là-dessus, là, c'est aussi à faire l'action, à nous défendre. Parce que quand même que nous sommes tous sous le terme de LGBTQ et tout ça, là, nous sommes tous différents et même tous ensemble, nous sommes une minorité. Alors, ça prend de l'aide du monde qui ne sont pas dans cette minorité-là pour le faire une majorité pour dire que nous n'allons pas nous allons pas laisser les injustices contenir. Il y a encore beaucoup, comme j'ai dit au commencement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, ça prend visibilité. Alors, comme tu dis, par exemple, le Radio-Canada, nous avons une grosse tâche à communiquer avec du monde. C'est que ça peut servir pour donner la visibilité et donner nos histoires, pas seulement nos histoires comme racontées par du monde qui ne sont pas dans cette communauté-là, mais des histoires du monde dans ces communautés-là. Mais aussi, ça pense que nos alliés là, qui se mettent là à nous aider quand nous disons que nous sommes en trouble, qu'ils sont là pour nous aider, pour nous aider là, que c'est pas. Ouais. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Ray. Puis je pense, comme organisme, francophone ou anglophone, n'importe qui a le même travail à faire, mais c'est sûr qu'avec francophone, un langage épicène le plus possible. Tout le monde me dit tout le temps, ah, c'est lourd à lire, parce que justement, ça détourne des fois. Mais plus ça va être normalisé, plus ça va être quelque chose qu'on voit souvent, moins ça va être lourd de le regarder puis de le lire. Donc, si on peut favoriser le plus possible partout, de façon automatique, le langage épicène, je pense aussi, on parle de visibilité, mais comme en dehors de la fierté Pride, le moment de cette semaine-ci, là, comme vraiment au quotidien, juste. Puis pas mettre des espaces qu'on appelle des espaces sécuritaires s'il n'y a pas eu des formations vraiment sérieuses qui ont été faites. Puis je pense que, parlant de formation, il existe peu de formations en français qui sont disponibles, qui sont locales. Donc, développer ces formations-là, c'en est une, mais aussi rendre ces formations-là obligatoires. Parce qu'actuellement, ce que je remarque, c'est que c'est des gens comme moi qui sont intéressés à prendre ces formations-là, des gens qui ont déjà une base, qui ont déjà des connaissances, qui ont un intérêt. Mais les personnes qui en ont réellement besoin, plus encore, c'est des personnes qui les prennent pas parce que c'est pas obligatoire. Puis une dernière chose que je dirais, c'est, tu parlais, Ray, puis ça m'a fait penser au système de la santé. Pour les personnes qui sont non-binaires, pour les personnes qui sont trans, pour n'importe qui, en fait. Je partagerai, ça me fait plaisir de vous raconter en privé mes histoires de santé, particulièrement pour la santé sexuelle, mais je ne le ferai pas ici. Mais je peux vous dire que sérieusement, le nombre de fois où est-ce que je vais à l'hôpital ou un rendez-vous régulier, puis encore là, qu'on assume beaucoup de choses à mon sujet. Le nombre de fois que je me fais demander si je suis enceinte, puis que je dis non. Mais est-ce qu'il y a une chance que tu sois enceinte? Non. Ben, on va faire un test quand même? Non. Puis, ça demande de faire un coming out. Il n'y a comme pas une compréhension vraiment de ce que ça demande d'être inclusive dans la santé. Puis là, je ne pars pas sur une tangente d'avoir un service en français aussi en Nouvelle-Écosse au niveau de la santé. Mais bon, sérieusement, je pense qu'on a énormément de travail à faire au niveau de la santé pour que les gens puissent être bien, santé physique, santé mentale, pour que les gens puissent
au-delà d'être eux-mêmes, là, juste être en santé, tout court. Vous avez tous les deux mentionné tellement des bons points. Je pense que lui que je vais toucher le plus dessus, c'est que on fait du travail à l'année longue. C'est pas juste la fierté qui se passe présentement, la semaine au mois d'août ou le mois de la fierté au mois de juin. C'est toute l'année. Quand tu te fais questionner pourquoi tu as tes pronoms dans ton courriel, puis que le monde ne comprenne pas qu'est-ce qui est le point, puis pense que c'est juste comme un trend, c'est trendy tout de suite. C'est pas trendy tout de suite. Moi, je m'identifie comme homme cisgenre, mais pour d'autres personnes, c'est pas autant facile de se démontrer avec leurs pronoms. Donc, si on peut tous faire un petit pas comme ça peut vraiment faire un grand changement. Puis, si je peux éduquer du monde autour de moi qui savent, puis pensent que c'est juste quelque chose qu'on va juste mettre pour un petit peu, ça va pas être pour un petit peu. Et si je peux ajouter un peu là, des points que Laurie a dit, là, c'est par exemple, c'est pas seulement, c'est pas suffisamment de seulement faire des espaces sécuritaires, mais il y a quelqu'un sur Twitter là, de nouveau là, je pense hier ou avant-hier, qu'il avait dit, c'est que tu as un espace sécuritaire et mais tu laisses le monde qui sont, si c'est dans ce cas ici, c'est transphobique, c'est pas un espace sécuritaire. Nous savons que, par exemple, la bibliothèque d'Halifax et l'organisation de Fierté Pride d'Halifax, ça s'appelait cette année, j'étais d'une conférence avec des membres de la bibliothèque et des membres de la communauté aussi, là, pas sur Pride, c'était différent. Mais dans leur cas, ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas offender personne. Et dans ce cas, ils ne voulaient pas ni offender le monde qui était transphobique. Ils ne voulaient pas parler avec la communauté de la communauté d'Halifax, de queer. Si il y avait un livre qui venait, c'est que ça pouvait être servi pour les attaquer. Ils ne voulaient pas communiquer ça non plus. Alors, c'est pas, ils pouvaient dire, ben, c'est un espace sécuritaire. Ils pouvaient dire, ben, nous avons des livres à mort, c'est des livres qui affirment ton identité, mais ça ne fait pas de différence parce que si tu as une personne là qui veut de la violence envers la communauté trans, non-binaire, gay, lesbienne, tout ça, là, c'est qu'il y a une personne dans cet espace-là qui veut faire du tort, ben, ce n'est pas un espace sécuritaire. Right? Tu ne vas pas, je ne sais pas comment le dire mieux ça, là, mais c'est ça, c'est comme, il y a un terme, le paradox of tolerance. Tu ne peux pas tolérer le monde qui soit intolérant. Si tu tolères le monde qui soit intolérant, ta société est intolérante. C'est un bon point. Merci, Ray. Merci. Puis, en anglais, on peut parler de deplatforming. Je ne sais pas, en français, parfois, je dis comme évacuer les haters, les personnes discriminatoires. On a parlé de d'autres choses à faire pour faire un petit bilan. On a parlé de formation obligatoire pour des gens en milieu de travail ou pour la communauté. On a parlé d'actions à longueur d'année. Pas faire en sorte que nos luttes sont trendy ou nos luttes sont pour un certain mois de l'année. On a parlé de pas juste de visibilité au niveau des individus et des communautés, mais de changement systémique. C'est se battre contre des projets de loi qui sont discriminatoires, puis se battre pour des changements de système qui vont libérer, émanciper nos communautés. Il y a tellement qu'on peut prendre de vos propos. Merci tout le monde. On arrive vers la fin. J'ai une dernière question pour vous. Kevin, je vais te la poser en premier parce que je sais que tu as des engagements imminents. Je crois que c'est un spectacle ou un show de drague qui s'en vient. Tu pourrais nous faire un petit plug. Mais ma question pour vous tous, pour toutes, c'est à qui notre communauté francophone, acadienne, francophile, à qui notre communauté doit-elle être plus à l'écoute? Doit-elle davantage respecter et honorer? Nous,
nous sommes ici, nous avons nos identités. Il y a des personnes qui ne sont pas ici ce soir. Est-ce qu'il y a des certains shout-outs qu'on veut faire? Est-ce qu'il y a des priorités pour que pendant la prochaine discussion ou les prochains événements, on sait que notre communauté va davantage les écouter? Pour moi, je sais que je travaille avec des jeunes, mais c'est vraiment eux qui me touchent le plus comme j'ai mentionné tout au début, ils en connaissent plus que moi. Et ils sont jeunes, comme les miens que je travaille avec sont en 6e et 7e année, donc 11, 12, 13 ans, maybe. Puis ils savent leur sujet, mais ils veulent en connaître plus, puis ils veulent pousser, puis ils veulent que le monde change, puis ils voient comment les choses ne sont pas correctes présentement. Puis c'est vraiment sans eux, où allons-nous? Aussi, un shout-out à toutes nos communautés discriminées ou minorités, encore plus qu'une communauté de SLGBTQ+, mais la communauté de SLGBTQ+, de couleur, qui vivent des situations encore plus bouleversantes, peut-être, que nous. Donc, on a fait des grands pas, mais c'est vraiment je pense, deux communautés qui sont importantes à pousser dedans. Ceci dit, je dois vous quitter. Malheureusement, ce fut super le fun de parler avec Laurie et Ray et Charles. Et merci encore au CCGH de m'avoir eu. Je vais faire un 2-second plug, OK? J'ai un show qui s'en vient le 21, samedi prochain. La House of Rivers, mon groupe, et puis d'autres personnages de drag de la communauté d'Halifax. On fait un spectacle au Grafton Street Dinner Theatre. Si vous êtes intéressé, il nous reste seulement 2 tables disponibles. Donc, vous pouvez trouver l'information sur notre page Instagram House of Rivers, HAUSOFRIVERS. Puis je pense que c'est ça, il faut que j'aille danser. Merci, Kevin. Merci à vous, merci. Laurie, Ray, toujours la même question. À qui doit-on plus écouter? Moi, je vais faire du... Oh, excusez-moi, ça va? Oui. Je vais faire du pouce sur ce que Kevin disait. Je pense que définitivement, on en parle ici de double minorité, que ce soit minorité d'être francophone en milieu minoritaire, que ce soit d'être sur le spectrum de ce que moi j'appelle queer, mais dans toutes ces expressions. Puis comme disait Kevin, toutes les communautés marginalisées, toutes les communautés en milieu minoritaire, encore plus quand il y a des intersections. Je pense que notre réalité de devoir choisir une partie de notre identité à mettre de l'avant et pas notre réalité à nous seuls. Je pense que pour plusieurs personnes qui ont des identités qui sont à la croisée de plein de choses, il y a de plus en plus de risques, de moins en moins qu'il y a de privilèges. Donc, si ton identité est minoritaire de plein de façons, si ton identité est marginalisée de plein de façons, il y a de plus en plus de risques. Puis, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une vie absolument incroyable et fantastique encore là, mais je pense que c'est définitivement là où est-ce qu'il faut écouter le plus nos personnes. Je pense particulièrement ici, les Mi'kmaq, la jeunesse, évidemment, on en parle aussi, mais les Afro-Néo-Écossais, puis évidemment, toutes les personnes qui sont à la croisée de plein d'identités, comme je disais. Bien, vraiment, j'ai la même réponse que Laurie, là, mais je pense aussi, comme par exemple, bien sûr, les communautés afro-canadiennes, les communautés qui ne sont seulement pas dans la communauté de queer et local, là, mais aussi dans d'autres communautés qui sont dans leur propre façon de discrimination aussi, là, que ça layer, là. Alors, aussi, par exemple, je pense, par exemple, les communautés francophones peuvent souvent être bien traditionnalistes, vraiment nationalistes. Et quand nous avions parlé plus tôt qu'il y a la langue n'a pas avancé aussi vite dans le français. Alors, c'est souvent qu'il faut que nous communiquons. Un acadien que je la parle à standard, là, mais que faut que nous communiquons, que nous parlons, là.
à Porky Piggy, c'est là que ça. Mais je trouve que nous parlons là, nous avons des mots anglophones, parce que les mots francophones ne sont pas là encore. Et il y a la tendance de dire, ben, arrête de parler l'anglais, c'est du français, mais le français n'existe pas. Et c'est beaucoup important, ça, comme parce que si tu n'as pas la langue pour t'aider à définir, à trouver dans la communauté, c'est de la misère. Par exemple, avant que je savais que c'était quoi que transgender, je ne savais pas que c'était un mot, je ne savais pas qu'il y avait d'autres mots comme moi. C'est à pouvoir chercher ce mot-là que je peux trouver des communautés et du monde qui expérience les mêmes choses. Alors, tu sais, quand même que c'est faut défendre, c'est peut-être un bon exemple, qu'il faut défendre le francophone un peu. Faut aussi que tu comprends qu'il y a des mots qui ne sont pas là encore et il faut que nous trouvons dans les communautés souvent soit anglophones ou au moins nous servons des mots anglophones. Et c'est peut-être quand tu es traditionnaliste et quand tu es nationaliste, je pense un peu c'est cringy là, mais c'est important, nous. Jusqu'à temps que le monde, il y a un consensus dans la langue qui s'applique en français comme les yel et les l et les ul. Je crois que c'est vraiment Oh, vas-y. Ben, je crois que c'est un vraiment bon point de comment la communauté francophone, c'est pas un monolithe. T'sais. On a le droit d'être en désaccord avec l'un et l'autre, mais quand il y a une partie de notre communauté francophone qui a plus de privilèges, qui a plus de pouvoir, qui est en train de dire à nos communautés LGBTQ+, non, il ne faut pas qu'on se parle comme ça, quand que vraiment on est juste à la recherche de nos propres termes, de nos propres langues, de nos propres façons de se décrire. Ouais, c'est certainement quelque chose à pointer. Puis merci Laurie, puis merci Kevin de faire des shout-outs à nos jeunes, de faire des shout-outs aux personnes autochtones, aux personnes noires, aux personnes racisées. Je crois que nous allons faire du chemin. Je suis convaincue que nous sommes partis puis je parle au niveau du CCGH dans la bonne direction, d'inviter des gens à avoir ces discussions et je ne crois pas que c'est la fin. C'est quand même la fin de l'événement. Donc, j'aimerais te remercier, Laurie, te remercier, Ray. Je vais nommer Kevin de nouveau pour votre générosité, pour cette belle discussion. Un plaisir de vous rencontrer et re-rencontrer. De ma part, merci au CCGH, le Conseil communautaire du Grand Havre, d'organiser cet événement. Un merci spécial à Mélodie Jaco-Parat, employée du CCGH, qui travaille fort pour mettre de l'avant cette activité. C'est Mélodie qui est à la technique ce soir. Puis c'est Mélodie aussi. Allô Mélodie, je crois qu'on la voit, qui va mettre cet événement en ligne pour que ça puisse rejoindre un plus grand nombre de personnes. Puis, Mélodie aussi et le CCGH se portent volontaires que s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, le 12 août, ou s'il y a des gens qui nous écoutent plus tard en ligne, vous pouvez contacter le CCGH avec vos questions. Vos commentaires positifs, on espère, de ce que vous avez vécu ce soir. Puis Mélodie, avec mon soutien, puis avec le soutien possible de nos panélistes, s'ils le veulent ou s'ils sont disponibles, on peut répondre à vos questions ou vous pointer dans la bonne direction. On veut que ça soit un point de départ ou un point de continuation pour beaucoup de gens. Oui, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels aussi, ou on est sur Facebook puis sur Instagram. S'il y a des événements que vous voudriez voir, des activités, comme vous voyez ce soir, je pense que c'est un beau moment d'échange. Puis moi, j'ai appris, je suis vraiment touchée de vos partages. Ou c'est ça n'a pas besoin d'être un gros spectacle compliqué pour avoir un impact. On peut aussi faire ça, mais
moins régulièrement. Donc, n'hésitez pas à proposer des choses puis à demander. C'est ça, comme j'ai quelques questions qui sont rentrées sur des choses que le monde aimerait savoir plus. Puis, c'est vraiment apprécié. Je veux remercier aussi Charles, qui ne s'est pas remercié. Mais Charles est mon cheerleader depuis avril, je pense, où on a commencé à parler de faire quelque chose pour Pride. Donc, merci beaucoup, Charles, qui œuvre dans beaucoup de choses et qui est juste une personne que j'adore. Voilà. Je vais laisser Laurie rajouter autre chose, mais je voulais juste, c'est ça, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Moi, je fais un shameless plug, moi aussi. Dimanche, de 2 à 4 sur le waterfront, près du Discovery Center, près du marché Seaport, sur le waterfront directement. On va avoir un kiosque avec le Conseil jeunesse provincial dans lequel on a ces t-shirts-là qu'on donne, puis les macarons qu'on donne, mais on a aussi plein de ressources. On parlait tantôt de langage. Puis moi-même, à travers les ressources qu'on a développées, il y a plein de mots que j'ai appris. Je peux les envoyer, Mélodie, si tu me contactes après, je pourrais te les envoyer aussi. Mais j'aimerais ça pouvoir les partager. Pas au-delà du travail, au-delà de tout ça, s'il y a des gens qui ont envie d'en apprendre plus sur les ressources qui sont disponibles dans la province. Puis c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, contactez Mélodie ou moi au Conseil jeunesse provincial, mais j'enverrai ça à Mélodie aussi. Puis un gros merci, Charles, Mélodie, puis Ray. Vraiment un plaisir de te rencontrer, même si c'est à distance. J'aime croire qu'on va se retrouver en personne éventuellement. Et j'ai pas de plug, moi, là, mais je vais dire. J'ai pas grand-chose à plugger, moi, là, mais je vous remercie pour cet événement. Je pense, par exemple, nos discussions de langue, ça, nous allons trouver un consensus plus facile si que nous avions plus des événements comme ça ici. Nous avons des congrès pour les Acadiens, nous avons des congrès pour la francophonie. C'est pour quelle raison que nous n'avons pas des congrès pour les francophones dans la communauté queer, là? Ouais. I love it. Sur ce, on devrait clore l'événement juste avec ce souhait-là pour plus d'événements comme ça, plus grands, plus beaux, plus nombreux. Merci tout le monde.